Bonsoir, bonsoir à vous, Anne Conchon, qui venez nous présenter une conférence dans le cadre des mercredis du comité sur le thème des privilèges d'entreprise à l'époque moderne. Et je salue également notre public qui nous a rejoints pour cette conférence donc, qui a lieu uniquement en visioconférence et qui sera, comme vous pouvez le voir, rediffusée sur nos canaux du CTHS. Alors, le thème que vous allez aborder, il s'agit des privilèges d'entreprise à l'époque moderne. Donc, c'est un thème qui peut sembler a priori un peu mystérieux, peut-être pas pour notre public érudit, mais peut-être un peu plus pour le grand public pour qui la notion d'entreprise rime assez peu finalement à celle de privilège, encore que en tout cas, c'est sous un autre angle que au sens où on l'entendait sous l'Ancien Régime, peut-être plutôt celui des monopoles. Alors, les privilèges d'entreprise à l'époque moderne, vous allez nous en parler, donc, puisque effectivement, il y avait déjà non seulement des privilèges, mais aussi des entrepreneurs à cette époque. Je pense spontanément à la figure de Cantillon qui a peut-être le premier, ou en tout cas principalement mis en avant cette figure, mais ça n'est peut-être pas le seul. Et nous attendons donc avec impatience toutes les explications que vous allez pouvoir nous donner sur ce thème des privilèges d'entreprise. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Il va être effectivement question des privilèges d'entreprise, des privilèges économiques, mais pour le sens commun, quand on parle de privilèges, on évoque surtout leur abolition au début de la Révolution et on les associe à la faveur, à l'arbitraire royal ou à l'inégalité juridique sous l'Ancien Régime, avec des modalités d'action extrêmement diverses pour les privilèges, que ce soit les privilèges d'imprimerie, les privilèges fiscaux, les privilèges corporatifs, pour ne citer que cela. Le type de privilège que je voudrais traiter, c'est des privilèges d'entreprise, puisque le privilège est aussi un outil juridique qui permet d'encourager un ou plusieurs individus et puis un certain nombre de secteurs d'activité économique. Alors le terme même de privilège d'entreprise, c'est une catégorie qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle pour distinguer précisément des privilèges d'entreprise qu'on veut disqualifier par rapport à des privilèges qui sont reconnus légitimes, qui sont des privilèges dits d'invention, qui peuvent avoir une application industrielle, mais qui ne concernent en l'espèce qu'une petite partie de ces privilèges économiques. Alors, ces privilèges d'entreprise ou privilèges économiques, ils peuvent être définis comme un octroi temporaire euh, accordé par les pouvoirs publics à un acteur individuel ou collectif d'un espace d'action, mais qui est un espace d'action dérogatoire au droit commun. Sous l'Ancien Régime, ces privilèges concernent un large éventail d'activités. Ils pouvaient être accordés, et c'est majoritairement le cas, pour des activités productives ou commerciales, pour aménager des infrastructures de transport, pour promouvoir des innovations, voire pour créer un théâtre, par exemple. Et au XVIIIe siècle, le spectre des secteurs d'activité tend à s'élargir au fur et à mesure, effectivement, de la diversification de ces activités que je viens d'évoquer. Alors, les privilèges ont fait l'objet de vives critiques et il y en a une illustration, effectivement, sur le diaporama. Des critiques essentiellement au XVIIIe siècle par des auteurs d'économie politique qui ont présenté ces privilèges comme des formes d'entrave à l'initiative individuelle, voire à la croissance économique. Et donc j'ai pris ces deux extraits d'un texte d'Abeille sur les effets du privilège exclusif en matière de commerce, présenté comme un anéantissement de la propriété.
et puis une réflexion développée dans le cadre d'un article publié dans le Journal économique qui se demande si le privilège, et notamment le privilège exclusif, permet de développer des entreprises capitalistiques. Alors, ces critiques ont été très largement relayées, voire amplifiées par une historiographie qui a construit une image noire du privilège d'entreprise. J'y reviendrai tout à l'heure. Et le fruit d'une partie de la présentation que je vais faire est le résultat d'un travail collectif qui a entrepris il y a quelques années une comparaison entre plusieurs États européens pour envisager le privilège comme une ressource pour entreprendre une activité économique. Donc, il y avait effectivement ce projet qui est un projet ANR et dont un des terrains d'études portait sur la France. Et sur le cas français, ce travail de recherche, dont je vais présenter un certain nombre de conclusions provisoires, est un travail de recherche qui a été mené en collaboration avec Dominique Margueraz et Pauline Lemaigre-Gaffier pour saisir à la fois le privilège comme un phénomène postulé comme massif dans l'historiographie. Et donc, un de nos objectifs a été de compter précisément entre le XVIe et le XVIIIe siècle ces privilèges, ou tout au moins d'essayer d'en avoir une collecte aussi exhaustive que possible. Et puis, l'autre objectif a été d'entreprendre une démarche quantitative à partir de ce corpus pour interroger les modalités et les fonctions de ces privilèges. Et pour resserrer encore la focale, dans le cadre de cette entreprise de recherche, qui, je le rappelle, est une entreprise très largement collective, moi, je me suis plus particulièrement intéressée à certains types de privilèges, donc des privilèges de transport, que ce soit pour l'aménagement d'infrastructures de transport ou pour des services de transport, des privilèges relatifs à la fourniture de glace et de neige dans différents espaces du royaume, et puis des privilèges concédés dans les espaces coloniaux pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Et indépendamment de ces types de privilèges, j'ai plus particulièrement travaillé sur 3 orientations qui vont être présentes dans cette rapide intervention, qui sont les enjeux de propriété et sur le statut juridique du privilège, sur les dynamiques spatiales et sur les identités sociales des bénéficiaires. Alors, je vais organiser cette présentation en 3 temps. D'abord, essayer d'expliquer ce que c'est qu'un privilège d'entreprise et notamment montrer que c'est un instrument juridique pour entreprendre. Dans un deuxième temps, je voudrais évoquer certaines évolutions dynamiques de concession de privilèges qu'on peut observer au cours des 3 siècles. Et dans un dernier temps, évoquer quels sont les avantages que procure la concession d'un privilège, quel qu'il soit. Alors, un privilège d'entreprise, c'est un outil juridique qui est formalisé, général. Et le privilège peut prendre plusieurs formes diplomatiques. Ça peut être effectivement un acte manuscrit ou un acte imprimé. Je vous ai mis ici un acte imprimé portant précisément sur les privilèges de glace et de neige que j'évoquais à l'instant. Et cet acte énonce toute une série d'avantages qui ont été généralement demandés dans la requête par les demandeurs pour développer une entreprise ou pour amplifier une activité. Et ces avantages sont généralement accordés tels quels ou légèrement amendés par les autorités concédantes. Donc, un privilège, ça peut être un écrit, comme ce qui est présenté à l'écran, et c'est un ensemble de clauses et d'avantages avec une importance cruciale qui est celle de la durée de concession. Et on a effectivement un éventail assez large de durées de concession, avec globalement des durées qui sont majoritairement entre 10 et 20 ans, qui correspondent aux durées les plus fréquemment accordées,
Et symétriquement, les privilèges perpétuels sont plutôt rares et limités à certains secteurs d'activité, avec des formes de concessions tout à fait particulières, notamment les services de transport ou le commerce alimentaire. Alors, je le disais en introduction, ces privilèges sont concédés pour développer des activités très diverses, qui peuvent être des activités très coûteuses et qui requièrent la mobilisation de capitaux importants. C'est le cas notamment des infrastructures de transport. Ça peut être aussi des entreprises qui demandent beaucoup de capitaux, qui sont des opérations de mise en valeur de ressources naturelles ou de ressources agricoles, telles que l'exploitation minière ou des opérations de dessèchement de marais. Mais le privilège, il sert aussi à valoriser bien d'autres activités euh, qui sont des activités de production textile, de production chimique, d'invention de machines et de procédés, pour ne prendre que ces exemples. Et pour illustrer effectivement ces concessions de privilèges, qui sont des concessions de procédés nouveaux, de procédés inventifs, de machines, j'ai sélectionné cet exemple qui est un monopole accordé pour la commercialisation de moulins à bras qui sont nouveaux. Et cet arrêt du Conseil est tout à fait exceptionnel puisqu'on a le descriptif du procédé, de la machine, et on a une représentation iconographique de ce même procédé, ce qui, au demeurant, est tout à fait exceptionnel pour l'ancien régime. La concession d'un privilège peut soutenir le lancement d'une activité considérée comme innovante, mais le privilège peut aussi sanctionner une entreprise qui est déjà établie. Et donc l'entrepreneur explique voilà, qu'il a déjà développé son activité, qu'il a besoin d'un certain nombre d'avantages pour l'amplifier ou pour drainer des capitaux. Donc le privilège, ça peut être un encouragement pour développer une activité nouvelle, ou ça peut être aussi une récompense pour un entrepreneur particulièrement entreprenant, justement. Et le privilège consacre d'une certaine façon les efforts de cet entrepreneur qui se présente comme œuvrant pour l'utilité publique, et pour l'enrichissement du royaume et pour le progrès technique, entre autres. Alors, le privilège a deux fonctions juridiques tout à fait importantes. La première, c'est que le privilège va permettre aux entrepreneurs qui l'obtiennent de drainer des capitaux. Donc, fort de son privilège, un entrepreneur peut, a priori, mobiliser plus facilement des capitaux, notamment pour les secteurs d'activité qui requièrent de lourds investissements et que j'ai évoqués précédemment. Et le privilège a une autre dimension juridique tout à fait importante, qui est une forme de sécurisation, puisque le privilège va permettre à son bénéficiaire de défendre ses droits, et notamment de défendre ses droits contre toute forme d'empiètement sur l'activité qu'il développe ou pour laquelle il a obtenu un monopole. Le privilège peut aussi avoir une autre fonction, puisque tous les privilèges qu'on a recensés euh, sont des privilèges qui ont été accordés, mais dont on ne sait pas s'ils ont été effectivement mis en œuvre par leurs bénéficiaires. Donc, on a effectivement des privilèges pour lesquels c'est évident, on a d'autres traces qui indiquent qu'ils ont été effectivement valorisés et mis en œuvre, mais parfois le privilège obtenu est juste un droit potentiel et peut être utilisé par son bénéficiaire pour préempter une activité de façon à contrecarrer des initiatives concurrentes, et ce qui implique voilà, de juste figer un état, une situation, sans nécessairement mettre en œuvre les travaux imposés ou liés au privilège. Et le privilège est une concession accordée par le roi, mais qui doit ensuite très souvent être
activé par son bénéficiaire auprès des autorités locales. Et en fait, le privilège est juste une possibilité donnée à l'entrepreneur, mais il lui revient très souvent d'aller faire entériner son privilège auprès des parlements locaux ou auprès des autorités municipales pour pouvoir véritablement implanter et développer son activité. Le deuxième point que je voudrais aborder, ce sont les dynamiques de concession, puisque en travaillant sur 3 siècles de concession de privilèges, on s'est aperçu que le privilège n'est absolument pas une réalité immobile au cours de l'Ancien Régime. Et on a effectivement une évolution même de cet outil juridique à disposition de l'entrepreneur ou de ses ambitions de compétition, de concurrence économique. Alors, ce dénombrement de privilèges dans le cas français nous a amené à un bilan qui est de un peu plus de 2000 privilèges accordés entre le règne d'Henri IV et la fin de l'Ancien Régime. Et on a toute une série, effectivement, de privilèges qui sont la marque d'une intervention de l'État dans différents champs économiques. Mais un des résultats majeurs de l'entreprise, et notamment dans le cas français, ça a été effectivement de voir qu'il y a un nombre important de privilèges qui ont été concédés pendant le ministère Colbert, pendant son passage au contrôle général, mais que le nombre de privilèges est sans commune mesure par rapport à la période considérée comme libérale pour la monarchie, c'est-à-dire la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc en gros, ça permet effectivement de relire complètement cette tension entre les politiques mercantilistes et les politiques libérales de la monarchie, puisque la monarchie n'a jamais concédé autant de privilèges que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et les privilèges octroyés dans la décennie 1780 représentent près de 20% de l'ensemble des concessions accordées au cours de l'Ancien Régime. Et en fait, ce constat statistique s'explique par la transformation même du privilège. Le privilège devient de plus en plus une autorisation administrative, une permission. Et au début de la période, c'est une grâce, c'est un droit exorbitant, un caractère exorbitant que le privilège va précisément perdre progressivement au cours du XVIIIe siècle et qui explique cette inflation de privilèges au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La deuxième évolution qu'on peut observer, c'est que le nombre d'octrois simples de privilèges augmente à la même période, c'est-à-dire qu'on accorde un privilège avec parfois l'absence de mention explicite d'avantages ou de clauses. Ce qui veut dire que le privilège devient véritablement de plus en plus un système de dérogation à la législation. Et on le voit, ces concessions simples fait qu'on est passé d'une logique de concession particulière avec toute une série de clauses au motif que ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit, à un système de dérogation à un cadre général législatif concernant l'exploitation des forêts, la législation sur les mines notamment. Et puis, dernier constat, c'est qu'on voit une nette tendance à la limitation du privilège, à la limitation de ces territoires de validité. On a une tendance à accorder des privilèges qui sont beaucoup plus circonscrits géographiquement. Et de la même façon, il y a une tendance évidente à une normalisation, voire à une réduction des durées de validité qui sont octroyées au cours du XVIIIe siècle. Et à l'écran, vous avez cette déclaration bien connue de 1762 qui limite à 15 ans
la durée de concession et qui fait obligation aux bénéficiaires de privilèges de les mettre en œuvre pour prévenir effectivement un certain nombre d'abus, et notamment des abus qui tiennent à des patrimoines héréditaires, pour reprendre la formule de cette déclaration. Alors pour finir sur cette présentation, je voudrais voir quels sont les avantages qui sont contenus dans ces concessions de privilèges, et que recherchent un certain nombre d'entrepreneurs, qui permettent du même coup de comprendre et d'expliciter ce que signifie le privilège, à la fois pour les autorités, mais surtout pour les entrepreneurs qui en bénéficient. Donc les privilèges, c'est une combinaison de clauses, et en gros, pour chaque privilège, on a une combinaison singulière. Et ces combinaisons d'avantages, de clauses, varient presque autant que les bénéficiaires, les secteurs d'activité et les conditions d'exploitation. Donc on a des compositions qui sont très très différentes, qui renvoient globalement à l'exclusivité, donc une exclusivité productive ou une exclusivité commerciale, qui peuvent renvoyer à des exemptions fiscales ou douanières, qui peuvent concerner la possibilité de transmettre le privilège aux héritiers, puis des privilèges qui sont des privilèges personnels, d'anoblissement, ou des privilèges de naturalisation accordés à des entrepreneurs étrangers qui profitent de ces privilèges, ou la possibilité de pouvoir apposer la marque de manufacture royale pour garantir effectivement une reconnaissance de la part des autorités, ce qui est un avantage particulièrement précieux dans la compétition économique. Alors, certains de ces avantages, notamment les avantages fiscaux ou des avantages qui sont concédés en termes d'accès à la main-d'œuvre, permettent de réduire les coûts, permettent a priori de garantir une relative rentabilité de l'entreprise, et sont autant d'arguments pour l'entrepreneur dans sa levée de fonds, de capitaux et de montage de sociétés en deçà des privilèges. Alors, parmi les privilèges qu'on a recensés, les quelques 2000 cités tout à l'heure, en gros, il est possible d'identifier deux types de privilèges. Il y a une minorité de privilèges qui agrègent beaucoup d'avantages et qui combinent à peu près tous les privilèges, privilèges exclusifs, des clauses personnelles, le label distinctif avec le titre de manufacture royale. Et puis, il y a un ensemble beaucoup plus vaste de privilèges qui sont délivrés avec des droits beaucoup plus mineurs et beaucoup plus circonscrits. Euh, et parmi effectivement ces avantages, j'ai évoqué des avantages fiscaux, des avantages économiques, des avantages personnels. On trouve très souvent dans les deux types de catégories que je viens d'évoquer des avantages qui touchent aux juridictions dont relèvent les entrepreneurs, et dont je donnerai la clé d'explication par la suite. Alors, une des conclusions majeures de ce projet de recherche collectif, ça a été de découvrir que l'assimilation qui est faite très souvent dans l'historiographie entre monopole et privilège, en fait, n'est pas tenable, parce que le privilège n'est pas systématiquement assorti d'un monopole de fabrication et de commercialisation, voire de moins en moins. Donc, ça a été vraiment effectivement une des découvertes de ce traitement quantitatif de cette base privilège. Alors, la question des avantages pose de la même façon la question de qui profite, qui a intérêt à ces privilèges. Et en fait, les actes que l'on a dépouillés dessinent un spectre extrêmement large de bénéficiaires de ces privilèges d'entreprise, qui peuvent être attribués à des très grands seigneurs proches de la cour.
Donc, on a effectivement le milieu d'aristocratie, la nourrice du roi, donc l'entourage très proche du roi, mais on peut aussi avoir des bénéficiaires de privilèges qui sont de simples artisans dans des villes, somme toute, reculées du royaume. Donc il y a effectivement des profils sociaux extrêmement divers qui bénéficient de ce dispositif juridique, sans compter effectivement les étrangers que j'évoquais tout à l'heure. Ces avantages sont des avantages qui sont très souvent, mais pas systématiquement, situés géographiquement. Donc, de la même façon, on trouve des privilèges qui sont à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une province ou à l'échelle du royaume, avec des espaces de validité qui sont véritablement très variables. Heu et la question des espaces du privilège pose non seulement la question de l'espace de validité du privilège lui-même, c'est-à-dire un périmètre minier, un monopole à l'échelle d'une ville, pour reprendre cet exemple-là, mais les actes des privilèges permettent aussi de voir qu'un certain nombre de clauses sont géographiquement situés. Et il y a des combinaisons d'espaces extrêmement complexes qui sont déployées dans les clauses. Donc, un périmètre pour la commercialisation, un périmètre pour l'approvisionnement en bois. Et on a effectivement un jeu extrêmement complexe d'espaces emboîtés, exclusifs, intriqués, qui sont mis en œuvre dans ce corpus. Certains privilèges sont assortis de conditions, voire de restrictions. Et dans certains cas, le privilège est presque un contrat qui peut inclure une clause d'annulation si le service associé au privilège ou si l'invention pour laquelle le privilège a été accordé n'est pas mise en œuvre dans un délai déterminé. Donc le privilège, c'est certes un ensemble d'avantages donnés à des entrepreneurs, mais ces avantages peuvent être contrebalancés par un certain nombre de conditions, voire un certain nombre de clauses, notamment de clauses tarifaires qui sont imposées aux bénéficiaires. Et puis, les avantages, ces avantages, je le disais tout à l'heure, l'entrepreneur doit les faire valoir pour justement tirer les bénéfices attendus de son privilège. Et pour ça, il lui importe de faire scrupuleusement respecter les avantages qui lui ont été concédés, ce qui explique effectivement l'importance des litiges, l'importance du contentieux autour de ces privilèges, puisqu'effectivement, ces entrepreneurs ont obtenu un privilège qu'ils s'emploient à défendre contre des violations qui peuvent être des violations du fait d'autres privilégiés ou qui peuvent être des empiètements de corps comme les communautés de métiers notamment. Alors pour conclure, je voudrais juste montrer effectivement que le privilège est incontestablement un moyen pour entreprendre, pour inventer, pour produire, pour commercer, pour aménager au cours de l'Ancien Régime. Le privilège peut être une dotation initiale pour lancer une entreprise, peut être un supplément pour des entreprises déjà engagées. Et le privilège, ça peut être un choix. Certains acteurs peuvent solliciter un privilège, mais il y a bien d'autres possibilités à leur disposition pour entreprendre et notamment obtenir des primes de la part de l'État. Et je voudrais juste, pour terminer cette présentation, vous inviter, si cette question vous intéresse, à lire le livre qui est en chantier, mais qui devrait paraître assez rapidement, qui est le fruit justement de cette entreprise collective autour du privilège. Merci beaucoup. Eh bien, merci Anne pour cette conférence
qui nous a montré que l'Ancien Régime n'était pas un bloc monolithique avec ces privilèges qui apparaissent et qui tout d'un coup disparaissent à la Révolution. On a vu que pour les entreprises, on passe en gros de quelque chose qui est en effet parfois un privilège, un monopole exorbitant, proche même parfois de la concession en fief, à quelque chose qui est beaucoup plus moderne finalement dans sa définition, peut-être plus proche de ce qu'on pourrait appeler les débuts de la protection de la propriété industrielle, en fait, qui apparaît peut-être plutôt à l'époque postérieure, mais vous allez peut-être pouvoir nous en dire deux mots également. Et puis vous avez aussi parlé de quelque chose que tous les modernistes adorent, le contentieux, puisque c'est souvent là qu'on trouve des sources pour l'histoire des entreprises aussi, puisque c'est assez difficile malgré tout de retracer l'histoire des entreprises de l'Ancien Régime, puisqu'elles sont, enfin, il y en a certaines qui ont traversé les siècles, mais c'est une toute petite minorité. Donc les archives d'entreprise sont en général assez mal conservées. C'est principalement dans les archives publiques qu'on peut effectuer ces recherches. Donc voilà un peu les remarques en forme de questions peut-être que je pourrais aborder pour nourrir un peu le débat, mais bien sûr, s'il y a d'autres intervenants qui souhaitent d'exprimer, nous leur donnerons la parole très, très volontiers. Oui, alors sur la question de la propriété, c'est effectivement un dossier un dossier de recherche qui est en cours et qui est un vrai problème très épineux parce que on a effectivement dans certains contentieux sur lesquels je reviendrai tout à l'heure des qualifications d'un privilège comme un bien meuble ou comme un bien immeuble et puis des formes de concessions qui sont très diverses, puisqu'effectivement, vous l'avez évoqué, il y a de la concession en fief, il y a plusieurs, effectivement, modèles juridiques de concession de ces privilèges. Et, j'ouvrais l'intervention par cette volonté, effectivement, de dissocier le privilège d'entreprise comme étant jugé attentatoire à la concurrence ou à l'activité économique, euh, et une reconnaissance effectivement d'une forme de privilège liée à l'invention, à la propriété intellectuelle, et qu'on retrouvera dans le brevet au début de la Révolution. Et sur le contentieux, c'est effectivement, les archives sont là. Alors, c'est pas du tout un type d'entrée qu'on a privilégié, mais on aimerait effectivement poursuivre dans cette voie parce que ça permettrait vraiment de comprendre beaucoup de choses. Là, on a vraiment exploité des actes qui sont des actes de concession, de prorogation, euh, mais on a laissé de côté tous les règlements de contentieux. On les a laissés de côté, mais on espère pouvoir en faire quelque chose par la suite. Je vois une main qui se lève. Ben, je vais muter aussitôt pour vous laisser la parole. Bonjour, merci à vous, merci beaucoup pour cette conférence. Alors bon, j'avais une question sur le contentieux, mais vous venez de l'exclure. Donc je voudrais savoir si vous avez travaillé sur l'argumentaire. Quels sont les arguments qui convainquent les autorités d'accorder le privilège? Est-ce qu'il y a notamment une idée d'expertise, que ce soit de la technique ou de la rentabilité économique? Est-ce que quelque chose est soit fourni par l'entrepreneur, soit demandé par l'autorité sollicitée? Ah, c'est une excellente question. Alors, on s'est effectivement intéressé aux quelques requêtes qu'on a et dans les arrêts aux éléments de langage qui sont mobilisés, donc qui sont repris de la requête dans les actes d'octroi. Alors, il y a rien ou très peu de choses sur l'argument de la rentabilité économique. En revanche, l'argument qu'on retrouve
pratiquement dans tous les actes, c'est l'idée effectivement que le privilège va servir au bien commun, à l'utilité publique. Et donc, on a effectivement émis l'hypothèse que un certain nombre de requêtes sont rédigées par des avocats du Conseil qui sont parfaitement au fait des arguments recevables par l'État, et qui expliquent effectivement cette espèce de topos qu'on retrouve autour je vais donner du travail, je vais œuvrer à l'utilité, je vais participer au développement économique du royaume. Donc ça, c'est vraiment les types d'arguments que l'on trouve le plus fréquemment. Et sur la question de l'expertise, alors oui, elle est mobilisée, mais elle est mobilisée par la sollicitation d'instances. Alors ça peut être la sollicitation des communautés de métiers qui peuvent être euh, à qui on peut demander effectivement l'expertise, l'Académie des sciences, bien évidemment, ou parfois des essais que les requérants eux-mêmes font valoir pour expliquer, ben voilà, on a testé, ça fonctionne, ça a été validé par l'intendant. Euh, donc voilà, il y a toute une expertise en amont qui permet a priori de faire le départ entre ce qui peut paraître complètement fantaisiste et ce qui a été véritablement démontré pour une utilité ou une efficacité technique ou autre. Et si je peux me permettre de continuer, enfin, vu qu'on est un peu nombreux. Et est-ce que, alors là, les sources risquent de limiter la réponse. Est-ce que, en fonction du type de requérant, donc en fonction de si c'est un grand seigneur près la cour, très au fait de tout ce qui sera entendu, ou un petit artisan au fond d'une province, est-ce que vous avez remarqué des différences dans l'argumentaire? Euh, Est-ce que par exemple un grand seigneur près la cour qui est capable de mobiliser des avocats auprès du conseil, lui évidemment dira enfin, écrira tout ce qu'il faut écrire, alors que le petit artisan que vous évoquiez, lui, aurait un langage, disons, plus terre à terre, plus technique? Alors ça, effectivement, c'est pas une dimension à Mhm. laquelle on a prêté attention. Quand on s'est intéressé aux formes d'écriture du privilège, on s'est Mhm. plutôt intéressé en fait à la façon dont justement ces différents profils sociaux se présentent ou sont reconnus par l'autorité. Donc en gros, de grands seigneurs qui déplient complètement leur titre, euh, ou justement des petits artisans qui peuvent faire mention de telle qualité. Donc on s'est plutôt intéressé aux éléments d'identification sociale Mhm. que au type d'arguments recevables près de l'autorité. Mais ça mériterait effectivement sans doute d'être testé sur des éléments de langage. Ouais. D'accord. Et, enfin, si je, si je n'abuse pas, est-ce que j'ai droit à une dernière question? Oui. Et est-ce que vous avez pu voir la réaction des parlements quand, enfin bon, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je travaille spécialement à Toulouse. Euh, est-ce que, alors même, bon, vous avez dit que le contentieux n'était pas l'objet de la recherche, mais est-ce que, même en dehors du contentieux, vous avez pu voir comment les choses sont reçues? Est-ce que les parlementaires acceptent immédiatement? Est-ce qu'il y a discussion avant d'homologuer tout cela? Alors, la question effectivement de l'enregistrement, on l'a vu, mais vraiment de façon très superficielle, c'est-à-dire Hmm. euh, on Oui. l'a vu Hmm. justement sur la nécessité pour les bénéficiaires d'aller faire enregistrer dans un parlement, Hmm. Hmm. donc duquel il dépend pour son activité ou dans plusieurs cours. Mais c'est vrai que on a utilisé les archives du Parlement, notamment du Parlement de Paris, mais plus effectivement pour des concessions, mais Hmm. moins pour des discussions autour de Hmm. est-ce qu'on enregistre, est-ce qu'on Hmm. diffère l'enregistrement, est-ce qu'on demande des éléments complémentaires. Ça, c'est un élément, en tout cas, moi, pour ma part, sur lequel j'ai pas du tout travaillé. Donc,
Oui, oui. Après, du coup, je m'y attendais en posant la question, mais enfin, vous avez été très très clair, donc je savais que ma question était un peu hors propos, mais j'ai essayé. Voilà. Et aussi, et une dernière, allez, une toute dernière. Et est-ce que vous avez constaté donc des différences entre les privilèges français et les privilèges des autres États européens, vu que l'ANR avait une dimension internationale? Ah oui, incontestablement. Incontestablement, donc il y a des régularités fortes, mais il y a des différences qui tiennent dans l'utilisation euh, du privilège pour le développement de certains secteurs d'activité, et qui tiennent aussi dans les chronologies. Il y a, et sans doute le terrain, je dirais, le plus différent, c'est sans doute le cas anglais, pour le coup, qui est très Mm, travaillé mm, autour mm. des patents. Ouais. Mais là, Mm, mm. effectivement, il y a des différences Ouais. très nettes entre le système Mm, mm. d'allocation de privilèges en France et en Angleterre. Je vous remercie beaucoup. Les espaces étaient l'Angleterre, deux terrains allemands et des États italiens. Voilà, pour préciser D'accord. le- la base de comparaison. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je ne manquerai pas de me pencher sur le livre. Ben, Est-ce que vous merci beaucoup. savez à quelle période est-ce qu'il sortira? Est-ce que ce sera cette année Alors, il faut qu'il soit déposé. Donc, ça va être incessamment sous peu. Et après, je sais pas, je pense qu'il y a un an ou un an et demi D'accord, oui, les de délais d'édition. préparation du manuscrit. Voilà. Hmm. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Nous attendons avec impatience cette publication qui sera déposée avec privilège, sans doute, comme on disait sous l'Ancien Régime. Merci d'avoir poursuivi le débat sur un champ qui est en fait encore très riche de perspectives pour la Tout à recherche. fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en évidence également au cours de cette conférence. Donc, merci beaucoup à nouveau, Anne, pour tous ces éclairages. Eh bien, nous allons maintenant clore la conférence, en tout cas l'enregistrement pour les personnes qui nous suivent en différé.